Vivien, on ne va pas faire la liste des crises, on le fait avec un plaisir pervers, souvent la liste des crises qui ont frappé l'Union européenne cette année. Je me contente de vous demander, parmi l'ensemble de ces crises, quelles sont celles qui vont devoir et pouvoir être traitées en 2017 ? Peut-être aucune. Et si certaines peuvent être traitées, est-ce qu'elles vont être traitées avec un panel d'éléments techniques que, étant à Bruxelles, vous connaissez bien, ou est-ce qu'elles vont devoir être traitées politiquement ? Question très fondamentale pour l'avenir de l'Union européenne et l'avenir de l'adhésion des peuples à cette Union européenne. Merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je sais, Dominique, que vous aimez bien qu'on ait deux idées directrices. Donc je vais commencer par les deux idées directrices. Trois, c'est beaucoup. Trois, c'est trop. Donc les deux idées directrices de mes propos. Le premier, c'est que le premier point, c'est que 2017 sera une année de transition. C'est original. C'est original. Hein. Merci. C'est-à-dire, n'en attendez pas trop de l'Union européenne en 2017. Le deuxième point, c'est que ça ne signifie pas néanmoins qu'on sera en pleine inaction et en pleine pesanteur bureaucratique. Sur le premier point, pourquoi est-ce que 2017 sera une année de transition ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on aura 3 élections très importantes et qu'elles auront lieu à peu près tout au long de l'année. Dans l'ordre de la temporalité, la première élection sera l'élection néerlandaise. On l'oublie beaucoup, on pense qu'à l'élection française et allemande, mais l'élection néerlandaise sera extrêmement importante pour l'Union européenne, pour une raison assez simple, c'est que Geert Wilders c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important aux Pays-Bas, et qu'on peut tout à fait envisager qu'il fasse un score assez élevé et qu'il y ait des débats extrêmement eurosceptiques dans la campagne. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, et puis les Pays-Bas restent néanmoins, on l'oublie souvent, un pays fondateur. Donc c'est quand même toujours assez important. Les deux autres élections sont généralement plus connues, c'est l'élection française et l'élection allemande. Je devrais dire même les élections françaises et l'élection allemande. Et c'est vrai que les élections françaises, on l'a déjà vu, l'Europe est un sujet. C'est un sujet qui est mal abordé, de manière extrêmement chaotique, extrêmement erratique, extrêmement parcellaire, et on ne peut espérer qu'un débat de meilleure qualité dans les prochains mois, mais très honnêtement, à ce stade, je ne le vois pas émerger. Mais c'est vrai que tous les candidats, peu importe le pourcentage qu'on leur donne à l'issue même des primaires, se disent que nous sommes à un moment important de la construction européenne, que la France a peut-être une opportunité à jouer, et je serai tout à fait prêt à répondre à vos questions sur mais la France est faible économiquement, donc on peut tout à fait débattre de cela, mais il y a une opportunité à jouer pour la France dans les débats sur l'avenir de l'Union européenne, et tous les candidats ont compris cela. Néanmoins, peu pour le moment sont prêts à articuler un discours un peu cohérent. Donc on a beaucoup de messages, beaucoup de postures politiques qui nécessiteront d'être un petit peu davantage affirmées dans les prochains mois. Ensuite, on a l'élection allemande. Alors l'élection allemande, elle est attendue avec beaucoup d'attention. Pourquoi ? Parce que, tout le monde le sait, l'Allemagne est le leader de l'Union européenne aujourd'hui, ce qui est une version extrêmement raccourcie, sachant que, et je suis le premier à le dire, l'Union européenne reste une union où il y a 28 États membres, même si je l'ai dit, il y en a 27, parce qu'on peut considérer que le Royaume-Uni est quand même sur la sortie. Mais l'élection allemande est attendue avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? 1, parce que l'Allemagne compte énormément au niveau européen. 2, parce que l'Alternative für Deutschland, le parti qu'on a du mal à classer un petit peu sur l'échiquier politique parce qu'il a des visions économiques, sociétales qui vont à gauche, à droite, etc., est un parti qui monte, qui a fait de très bons résultats dans les récentes élections régionales dans les Länder allemands, et donc on peut s'attendre à ce qu'il joue un rôle important dans l'élection allemande. Et pareil, en Allemagne, on a conscience qu'il se passe quelque chose au niveau européen, qu'il faut peut-être parler d'Europe. Donc ça fait qu'avec ces 3 élections, personne ne va prendre de grandes initiatives. On ne peut pas s'attendre à, pour 2017, la grande initiative sur une politique migratoire commune. Ça n'arrivera pas. La deuxième raison pour laquelle l'année 2007 est une année de transition, c'est qu'il va y avoir beaucoup de débats.
On va beaucoup débattre en 2017, ce qui est une bonne chose. On ne débat pas assez de l'Union européenne. On va débattre dans différents cénacles. Alors, il y a des cénacles où on va débattre à 28, mais dans la plupart des cas, maintenant, on va débattre à 27. Donc, le premier exercice, c'était à Bratislava le 16 septembre. Il y aura 2 autres exercices dans le premier semestre 2017 qui seront importants. C'est un sommet informel à Malte, qui aura la présidence tournante pour le premier semestre 2017, et l'autre, c'est pour les 60 ans du traité de Rome. Et l'Italie se fera un point d'honneur à ce que les 60 ans du traité de Rome soient célébrés et qu'il y ait des propositions sur l'avenir de l'Union européenne qui soient formulées. Ensuite, il y aura un certain nombre d'autres cénacles dans lesquels les débats sur l'avenir de l'Union européenne auront lieu. Et ça, ce sera des cénacles plus régionaux. Donc on le voit émerger à différents niveaux. Donc, par exemple, entre les 6 pays fondateurs, entre les 4 pays du Visegrad, entre les pays baltes, les pays nordiques, parfois avec ou non des pays fondateurs, et notamment la France et l'Allemagne. Donc on voit toute une série de débats. On peut se dire que ça paraît un peu éclaté, un peu chaotique, mais dans une certaine mesure, c'est une bonne chose, sachant qu'en 2017, encore une fois, il ne va rien se passer. Mais néanmoins, ce ne sera pas une année d'inaction. Pourquoi ? Parce que, effectivement, comme Jean-Claude Juncker le répète assez régulièrement, nous avons face à nous des polycrises. Donc il y a effectivement la crise des réfugiés qui ne sera pas résolue en 2017 simplement parce que l'Union européenne n'a pas toutes les cartes en main et parce que les États membres ne veulent pas bouger sur tous les aspects. On peut critiquer l'Union européenne très régulièrement pour son inaction, pour son manque d'efficacité, mais je suis le premier à défendre la Commission européenne sur la réponse à la crise des réfugiés. Pour le coup, c'est la seule à avoir fait quelque chose. Certes, on peut dire que l'Allemagne a fait quelque chose, mais au niveau européen, c'est la seule à avoir voulu faire quelque chose. Et pour le coup, ce sont les États membres qui l'ont torpillé. Je suis le premier à critiquer la Commission européenne, mais de temps en temps, il faut également lui rendre justice. Mais ça restera un sujet important. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'accord avec la Turquie qui tient. Les relations avec la Turquie sont compliquées. La Turquie est un pays compliqué. Denis l'a évoqué et Dorothée l'a également évoqué dans la vidéo. Et il y a un certain nombre d'articles dans le Ramsès qui l'évoquent. Donc, il va y avoir cet élément extrêmement compliqué de l'accord avec la Turquie qu'il va falloir gérer. Ensuite, il y a la crise économique. La crise économique n'est pas finie. Il y a un certain nombre d'instruments qui ont été créés à l'issue des années les plus noires de la crise économique et financière qui n'ont pas encore totalement délivré, comme on dit en mauvais français, mais qui peuvent, s'ils sont bien utilisés, répondre à certaines défaillances de l'Union européenne, notamment dans le système bancaire et dans la supervision unique. Donc ça, c'est un élément qui sera probablement assez fort en 2017. Il y a un certain nombre d'autres éléments qu'on devrait voir émerger en 2017 qui ne feront probablement pas la une des journaux, mais c'est par exemple les réflexions sur l'union des marchés des capitaux, qui peut paraître un sujet extrêmement technique, mais qui est profondément politique et profondément important pour la croissance économique et pour les PME en Europe. Je ne cite pas dans les crises le Brexit. Pour moi, ce n'est pas une crise, le Brexit. Le Brexit, c'est une affaire à gérer. C'est une affaire à gérer qui sera compliquée. On va avoir beaucoup de postures, beaucoup de négociations, parce que les négociations, maintenant, on sait qu'elles commenceront fin mars, ou en mars en tout cas 2017, et on aura effectivement des prises de position assez dures de certains États membres, de certaines institutions, des messages contradictoires même venant de Londres, d'Écosse et de différentes parties de l'Union européenne. Mais je ne considère pas comme une crise, parce que finalement, pas encore comme une crise peut-être, mais même pas du tout comme une crise, simplement parce que ça peut être aussi une opportunité. Il y avait eu une tentative en 2016 de lier l'accord qui a été donné aux Britanniques en février 2016 avec les réflexions sur l'avenir de la zone euro. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle ont lu le rapport des 5 présidents, ou même entendu parler du rapport des 5 présidents, qui est un document qui peut paraître très technique, mais encore une fois qui est assez politique par les messages qu'il diffuse. Mais il y a eu des tentatives de lier ces deux exercices pour voir justement à quel point est-ce qu'on pouvait trouver
un accord qui permette aux Britanniques de rester dans l'Union européenne et de ne pas se sentir lésés en même temps pendant qu'on faisait avancer la zone euro. Bon, il se trouve que les Britanniques ont décidé de sortir, donc ça facilite la chose. Mais en revanche, on devrait voir, à partir de 2017, et on le voit déjà, et même en 2018, et après probablement, des débats en parallèle, à la fois sur les négociations de sortie entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc des négociations sur le Brexit, ça c'est une chose, et les débats sur l'avenir de l'Union européenne. Et il arrivera très probablement à plusieurs points dans le débat des convergences entre ces deux débats, plus que des convergences, des croisements entre ces deux débats. Ce sera extrêmement intéressant de voir justement comment l'Union européenne gère ces questions-là. Et je ne cite qu'un point, c'est est-ce que véritablement, en 2018, donc après les élections françaises, néerlandaises et allemandes, le lien absolument sacro-saint entre le marché unique, les 4 libertés, l'accès au marché unique et les 4 libertés, notamment la liberté de circulation des personnes, sera encore aussi sacro-saint. Je ne fais que le mentionner, mais je suis prêt à en débattre par la suite. Merci. Merci.